Nous allons écouter cette présentation. Police 2.0, l'activisme pacifique, c'est du terrorisme et les fake news sont des faits. Amusez-vous bien. La scène est à vous. Merci. Hello everyone. Welcome. Bonjour tout le monde et bienvenue. Cette présentation fait. Je m'appelle Laurie et je vous présente Frank Van Linde. Cette présentation ne serait pas possible sans Romain Lano qui a permis que tout ce contenu soit présenté. Petite présentation sur moi. Je suis fondatrice de l'organisation Data Rights. C'est une organisation assez nouvelle. On a pris notre propre employé cette année. C'est moi. Bienvenue, premier employé. Et donc, la jeunesse de cette organisation, ses racines, c'est dans une coalition d'organisations, notamment la Quadrature du Net en France. Et on a eu les attaques terroristes de 2015 qui ont mené à une réforme des lois sur le renseignement. Et nous, on a du coup monté cette organisation pour pouvoir faire des actions en justice contre l'État, contre ces lois. Ça s'est très bien passé, on a eu une expérience très intéressante, mais on avait besoin de bénévoles. C'était pas possible de continuer juste comme ça. Et cette aventure-là devait s'arrêter sous cette forme. Donc on s'est séparés sous cette forme-là, mais on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une organisation qui soit durable pour travailler sur ces problèmes-là. Et c'est de là que Data Rights vient. On s'est aussi mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on regarde à toute l'Europe et pas juste la France. Et c'est de là que vient notre mission. Donc, notre stratégie, cette présentation s'associe à des défenseurs, des journalistes, de l'activisme environnemental. Et je vais donc pouvoir passer le micro à Franck, mais je voulais juste vous dire comment ça va s'articuler cette présentation. On va vous parler des mésaventures de Franck, et ensuite je vais pouvoir prendre un peu de recul là-dessus et parler de comment ça se passe plus généralement en Europe. Good morning, everybody. Good afternoon already. So I'm from the Netherlands, this so-called liberal and tolerant country next to... Bonjour tout le monde. Alors, je viens des Pays-Bas, un pays très progressiste et très tolérant. On a eu le premier mariage homosexuel. Donc c'est un pays très progressiste. Mais en vrai, les Pays-Bas sont un pays très doué en marketing. On sait comment vendre l'idée du progrès dans notre pays, mais c'est tout. On a eu une montée des partis d'extrême droite dans notre pays. J'ai déjà parlé en 2013 de la montée de l'extrême droite et des risques qui venaient avec. Ça a mené à des menaces de mort, du doxing contre moi sur Internet. La police néerlandaise a fait une analyse de tout ça, dans laquelle ils ont minimisé les risques. Cependant, avec les documents qu'on a pu obtenir des services secrets, on peut voir que les menaces de mort étaient tout à fait sérieuses en fait. Dans d'autres documents qui ont été fuités par des gens de la municipalité d'Amsterdam, on peut voir qu'ils étaient réellement inquiets de ces menaces de mort, de ce qui pourrait m'arriver et de l'impact que ça aurait sur les médias. J'ai perdu mon appartement à Amsterdam, c'était une location, parce que mes voisins avaient peur, tout simplement. Donc ils ont forcé le propriétaire à m'expulser de mon appartement parce que je mettais mes voisins en danger à cause de mon activisme. Et maintenant, ce type a le plus grand parti du Parlement. Heureusement, la coalition ne voulait pas qu'il devienne Premier ministre. Bon, c'est déjà très mauvais qu'ils aient fait une coalition avec ce parti, mais ils ont pu pousser un employé du service civil, Dick Schoof, pour devenir Premier ministre. C'est l'ancien directeur des services secrets. Et plus important ici, c'était aussi le coordinateur national pour la sécurité et l'antiterrorisme. C'est une organisation, ces organisations ont partagé des données avec. On ne sait pas certain lesquels. En 2021,
cette organisation faisait tout ça de façon complètement illégale. Et que notre Premier ministre était probablement avait connaissance de ces pratiques illégales. En 2024, cette année, ils m'ont présenté leurs excuses et ils m'ont offert une compensation de 1 000 euros. Oui, j'ai demandé. J'ai demandé s'ils avaient 1 ou 2 zéros, mais non, ils n'avaient pas oublié. L'Allemagne était informée et ils ont aussi demandé des informations à la police néerlandaise à propos de moi. Et cette police a collecté beaucoup de données à propos de moi à partir de 2013. Et en même temps, le bloc de droite commençait à créer beaucoup de fake news contre moi et qui sont arrivés dans le dossier de police comme des faits. Donc, ça peut arriver. Comment est-ce que ça peut arriver? C'est pas si difficile à imaginer. J'ai demandé des rectifications de mes données, mais bien sûr, personne ne voulait les rectifier. C'est des fausses nouvelles. Et ce qui, entre-temps, était devenu des faits pour eux. Donc, j'ai attaqué en justice et je leur ai demandé à rectifier de toute façon. Mais le dommage était déjà fait, puisque le maire à cette époque m'avait mis sous surveillance, m'avait expliqué que j'étais un extrémiste. La police faisait partie de cette décision et m'a donné un CTR4, un code CTR4, qui est ce qui signifie c'est contre-terrorisme, extrémisme, radicalisation, et 04, c'est de gauche. Donc, et du coup, des flics m'ont suivi pour savoir où j'allais, où je restais. J'avais plus de maison, j'avais plus d'appartement. Donc, je résidais à différents endroits, mais ils ne savaient pas où c'était, donc ils m'ont suivi et ils ne savaient pas où je dormais. Aussi, après la pression de les cours, ça a été jugé de façon illégale. Ils ne voulaient pas s'excuser. Donc maintenant, l'Ombudsman national est en train de mettre la pression sur la police pour qu'ils rectifient et pour qu'ils présentent leurs excuses. Donc, puisque j'étais CTR4, ça a fait que mes informations ont été envoyées à Europol. Et ces informations étaient classifiées comme à propos de terrorisme. La raison pour laquelle c'était classifié comme terroriste, c'est parce que dans le système Siena, qui est un système de mails sophistiqué, où les polices européennes utilisent pour échanger des informations, il faut qu'ils choisissent un type de crime. Ça peut être criminalité en bande organisée ou alors terrorisme. Mais ils ne peuvent pas choisir activisme, puisque activisme n'est pas un crime, donc ils ne peuvent pas le choisir. Et même si des fois il y a aussi désobéissance civile qui a été utilisée, qui est illégale, mais la désobéissance civile n'est pas forcément ce qu'on peut partager avec d'autres pays, donc il a fallu qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Donc la justification que la police a expliquée, c'était que c'est effectivement ce qu'ils ont dit dans les preuves présentées à la cour, et on ne pouvait pas mettre une marque dans quelque chose d'autre, donc on a dit que c'était terrorisme. Donc j'ai demandé aux Allemands, OK, donc cette information est classifiée en tant que terrorisme, donc qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Europol a dit, nous n'avons aucune information. La supervision des données européennes a dit. Europol a effacé mes données après avoir essayé. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient plus de data. Et Europol pensait que c'était... C'est intéressant de voir comment est-ce que c'est géré par la police, parce que Europol pensait qu'effacer mes données était une solution pour le problème de mon accès aux données, quoi. Donc bon. Donc, qu'est-ce qui a été envoyé à Europol et au Bundeskriminalat? Par exemple, que j'ai quelque chose à faire avec des bombes, ce qui a été
qui a été prouvé comme étant faux. Mais c'est dans le système d'Europol et de la police criminelle allemande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en 2004? Puisque j'étais CT4, Europol a été informé et donc là, il faudrait collecter plus de données. Donc, j'ai trouvé ça parce que j'ai trouvé des informations du service d'immigration ou de la douane. Donc, j'ai demandé aussi au procureur de demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible? Mais ils savent plus parce qu'ils ont effacé mon fichier au lieu de me dire au lieu de me dire quand ils ont arrêté de me surveiller. Ils auraient pu m'envoyer une lettre en disant on a fait ça, on n'a rien trouvé, donc maintenant on a arrêté. C'est la procédure normale. Mais au lieu de ça, ils ont effacé mon fichier. Et le procureur n'a aucun souvenir de tout ça. L'autorité de protection des données néerlandaise a expliqué que ce n'était pas du tout OK de ne pas faire ce genre de choses. C'est pas OK. Mais le gouvernement néerlandais s'en balance complètement et ils le font tout le temps. Donc, j'ai porté 265 fois plainte contre le gouvernement néerlandais. Et de façon assez cynique, le juge a dit 265 et ça continue. Alors, les premiers documents que j'ai reçus, ça ressemblait à ça. Donc, j'ai commencé à mettre de la pression sur le gouvernement avec des sit-ins à différents endroits, dans diverses positions. Pour être honnête, dans mon fichier, il est aussi écrit « N'essayez pas de l'arrêter parce qu'il cause trop de problèmes ». Alors, les choses ont changé quand l'ombudsman municipal a commencé à s'intéresser à mon cas, mais aussi Yuri Begaya, qui est un policier dans la force de police d'Amsterdam, a révélé des informations. Il est allé voir la presse, il a témoigné sous serment au tribunal en ma faveur. Et ça a déclenché le fait que la Cour d'Amsterdam a pris mon cas beaucoup plus au sérieux. Ils ont demandé à un expert en forensique digital de chercher les ordinateurs de la police pour trouver mon dossier, pour voir quel dossier avait été envoyé. Et parce que la Cour a dit, on en a marre de voir qu'à chaque fois, il y a plus de données qui n'ont pas été données. Si on n'a pas toutes les données maintenant, ça va nous prendre des années encore. Cependant, la police a dit, non, on ne va pas coopérer avec cet expert en forensique, on ne va pas lui donner accès à nos systèmes. Et ça a donc mené à des questions au niveau parlementaire. Une des questions, c'est celle-ci. Est-ce que le ministre partage l'opinion que la police doit obéir aux injonctions d'un tribunal? Voilà où on en est aux Pays-Bas. Bien sûr, c'est une crise constitutionnelle puisque la branche judiciaire devrait toujours avoir le pouvoir de contrôler la branche exécutive. Et pour l'instant, en tout cas, la police, avec le soutien du ministère, bloque ce contrôle. Quand le ministre, on lui a posé cette question, il n'est pas d'accord, pour l'instant en tout cas, pour ordonner à la police d'obéir. Il a encore quelques semaines pour répondre à ces questions. On va voir les réponses qu'il va donner. Alors, question, est-ce que c'est une violation de l'article 13 de la Convention des droits de l'homme européen qui dit qu'il doit y avoir un remède effectif aux violations des droits? Clairement, ce n'était pas effectif ici. Un remède peut-être, mais pas effectif. Donc, les conseils que je peux vous donner, couvrez votre visage et ne vous retrouvez jamais dans les systèmes de la police, sinon vous êtes déjà foutu. Alors bien sûr, couvrir votre visage, ce n'est pas forcément suffisant, mais les polices ont maintenant, par exemple, des caméras infrarouges qui fonctionnent avec système de reconnaissance faciale. Donc ils peuvent voir à travers ce qui vous masque le visage et ils peuvent voir qui vous êtes, même si vous êtes masqué.
Alors, ça c'est mon histoire, en tout cas jusqu'ici, une histoire qui continue à se développer. Si vous voulez savoir comment ça se passe, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter. J'enverrai des updates sur comment ça se passe. Merci beaucoup. Et je vais pouvoir donner la place à Laurie. Donc j'aimerais regarder une mode européenne. La première chose, c'est qu'on est en train une tendance qui est on est en train de perdre la présomption d'innocence. Ce qu'on voit beaucoup quand on parle aux avocats des activistes, et qu'on a beaucoup moins la présomption d'innocence. Si on en pense que c'est un peu une base dans une démocratie, donc c'est gênant. Sinon, on a le populisme pour légitimiser la violence. Par exemple, ce que beaucoup plus de pays sont en train de voir. Par exemple, j'ai mis l'exemple de l'écoterrorisme, parce que tout le monde commence à voir ce mot bizarre. Et en France, par exemple, 2023, nous avons des grosses démonstrations contre la privatisation de l'eau pour sauver, pour garder l'eau, pour la réserver à l'industrie en cas de sécheresse. Et on a appelé ça les guerres de l'eau. Et quand c'est arrivé, les autorités ont parlé et il y avait tant de gens de violents qui venaient d'Europe, qui étaient juste là pour taper sur d'autres, pour commencer des disputes. Mais une des plus vieilles histoires, a envoyé et il y a eu un rapport qui a été envoyé par des observateurs qui disaient nous, on n'en a pas vu, donc on ne sait pas. Peut-être qu'ils s'étaient occupés ce jour-là, on ne sait pas. Mais aussi, ils parlaient le nombre de blessés, et qu'ils ont vu que et qu'il y a un certain nombre de blessés qui ont été ajoutés par les autorités. Donc, un policier qui est arrivé, un policier, il voulait savoir ce qui s'était passé. Il se trouve que ce gars-là a ouvert il y a un flic qui a lancé sa grenade lacrymogène sous son propre masque, et il est arrivé à l'hôpital. C'est pour ça qu'il y avait autant de violence. Un autre, il y avait des fausses données et l'amplification d'anecdotes. Par exemple, le cas de Franck, vous pouvez en parler. On parle aussi beaucoup avec l'Espagne, et ils ont cette organisation qui ont besoin de toujours combattre des rapports avec des faux détails de la police, des rapports policiers. Et distinctement, il y a aussi une grosse disproportion dans les ressources. Et ça commence aussi plus tôt. Il y a la disproportion des... ils vont accuser de terrorisme ou de crimes en bande organisée, et on pense que ces gens-là sont des terroristes, et donc du coup, ça leur permet de lancer une investigation contre le terrorisme, une enquête contre le terrorisme, et donc ça fait beaucoup plus de moyens, et ça casse les communautés, et à la fin du process, quand ça arrive chez le juge dégage les accusations, mais le dommage est déjà fait. Et le dommage sur les prochains est déjà fait. Et vous avez peut-être entendu parler aussi, il y avait ce scandale aux États-Unis où il y a un policiers sont infiltrés dans des groupes environnementaux, et ils ne faisaient pas que du sage, mais ils lançaient des relations avec des femmes, et ils restaient avec eux pendant des années, en les surveillant. Une d'entre elles a eu un bébé, et le flic était extrêmement excité, et puis au bout d'une certaine année, il a simplement disparu. Et on voit comment le sexisme institutionnel, c'est à ça que ça ressemble. Et donc, il y a déjà une conférence du CCC dessus, mais on ne va pas plus en parler. Donc, sinon, Iridia, les Espagnols dont j'ai déjà parlé, ils ont trouvé que la police avait relancé ce genre de choses entre 2020 et 2024, qu'il y avait quelque chose qui était en train d'arriver avec des policiers en train d'infiltrer des groupes activistes. Et c'est complètement absurde.
et ça casse la confiance en fait. Donc c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut utiliser notre argent. Nous allons maintenant regarder d'autres organisations internationales sont en train de dire, puisqu'ils joignent la conversation. Privacy International va publier un rapport sur... donc j'ai parlé de... C'est moi qui fais la couverture pour la France, donc je suis très content de pouvoir dire que ce rapport international, et ça ressemble beaucoup au cas de Franck, ou ce qui est en train d'arriver en Espagne, et le rapport va être publié à la mi-janvier. Il y a aussi cette convention qui a été créée par le UN, par les États-Unis en 1988. C'est une convention qui a été créée pour permettre aux gens de protéger l'environnement et de combattre pour la protection de l'environnement. Ils ont remarqué que c'était pas parti exactement comme ils le pensaient. Donc, il y a quelques années, il y a trouvé un rapporteur pour documenter les problèmes. Et de façon très existante, ils ont publié le rapport cette année. Et ça, c'est une citation du rapport. C'est que les ressources d'État sont utilisées pour la répression des environnementalistes au lieu de les aider à exercer leurs droits. Donc, en bas, c'est le nom du rapport. Et sinon, une des grosses recommandations, c'est que l'État utilise l'argent au lieu de l'utiliser pour la répression, d'utiliser ses ressources pour prendre les actions contre la crise climatique. Originalement, dans ce rapport, ça a aussi montré des choses qui n'ont pas été montrées, des rapports sur le terrorisme qui sont sur le rapport activiste, sur et les extrémistes environnementaux et l'usage sur les ressources pour lutter contre. Si tout le monde est un terroriste, ce que le rapporteur dit, c'est quelqu'un qui s'inquiète du changement climatique, qui s'intéresse à la science, c'est un point de vue terroriste, un point de vue extrémiste. C'est quelque chose que je trouve à minima intriguant. Alors, le rapporteur était un peu agacé par tout ça et a demandé comment est-ce qu'on peut redonner du pouvoir aux gens. Donc moi j'aime bien le fait que ce rapporteur soit dit, je vais rappeler aux gens que la désobéissance civile, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors j'ai mis les références ici en bas, mais pour que vous voyez, il y a deux points que je trouve très intéressants ici. Le fait de violer délibérément la loi et la non-violence. Et j'aime beaucoup le fait que ce rapporteur se soit dit, ait pensé à la violence. Parce que on utilise souvent contre les manifestants le discours du fait qu'ils utilisent la violence. Donc, si on réfléchit un peu plus loin, qu'est-ce qui est de la violence acceptable et qu'est-ce qui est de la violence inacceptable? On utilisera souvent l'excuse de la violence pour dire cette manifestation, ce groupe devait être interdit. Donc le rapporteur parle de ça et il dit s'il y a quelques personnes qui sont violentes, ce n'est pas une raison d'interdire l'utilisation des droits fondamentaux à un groupe plus large. L'autre point qui est très important qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que la violence envers les gens n'est pas acceptable, mais qu'un certain degré de violence envers, par exemple, des bâtiments, des biens, peut être toléré si c'est de la violence symbolique. Il donne des exemples. Un des exemples qu'il donne, vous savez comment j'ai parlé des guerres de l'eau en France, de Sainte-Soline, etc. Une chose qui s'est passée, c'est que les manifestants ont pris des tuyaux qui étaient là pour l'eau et ils les ont déplacés, ils les ont mis devant la mairie du village. C'est quelque chose d'extrêmement symbolique. Ce que le rapporteur dit ici, c'est quelque chose de tout à fait légal de faire ce genre d'action. C'est protégé par la loi internationale. Donc, on arrive maintenant vers la fin de cette présentation. Ce que je voulais dire ici, c'est quelque chose... on a vraiment envie de prêter notre voix à cette coalition d'organisations, à cette mouvance, au fait de dire que c'est complètement dingue ce qui se passe, que c'est pas normal,
qu'il est tout à fait normal que les gens réagissent au changement climatique et protestent. Et on voulait aussi mettre en lumière l'expérience de Frank, qui a été aidé quand même par un lanceur d'alerte dans les forces de l'ordre, quelqu'un qui savait qu'en devenant public avec ces informations, il allait perdre son travail. Et je voudrais aussi parler de ce qui se passe quand je préparais en France les rapports. Mi-septembre, on a eu une décision de la Cour de justice qui disait que utiliser des accusations contre les activistes complètement hors de propos, comme du terrorisme, le fait d'utiliser ce genre d'accusations fantasques, en soi, c'est déjà une violation des droits des personnes. Donc, c'est quelque chose qu'on a en France. On espère que ça va se répandre dans d'autres pays. Merci beaucoup et on sera ravis de prendre des questions. Merci beaucoup pour cette présentation choquante et drôle. Il nous reste pas mal de temps pour des questions. Donc, j'espère que vous avez des questions, des commentaires. Il y a 6 microphones dans la salle, devant, milieu, derrière. Vous pouvez les utiliser. Vous pouvez aussi poser vos questions par Internet. On a un Signal Angel. Et nous allons commencer par une question des Internets. Ah non, tu levais juste la main pour me dire bonjour. Pardon. On va commencer par une question de ce micro. Donc, je vais poser cette question à chaque fois. Qu'est-ce qu'un mec normal comme moi peut faire? Qu'est-ce que quelqu'un de normal peut faire à propos de ça? Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous me recommandez de faire pour être... Donc, oui. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, ok. Bon, j'ai dit déjà dans ma présentation, ne jamais arriver dans les bases de données de la police. Mais c'est pas si facile maintenant. Donc, je pense qu'il faut qu'on nous organise et être avancé, protester contre le gouvernement, protester contre l'extrême droite, pour le climat, mais aussi contre la surveillance de masse. Et il faudrait que ce soit beaucoup plus fort, parce que si effectivement les polices sont équipées avec des caméras infrarouges et de la reconnaissance faciale, waouh, là on a vraiment un problème pour ne plus être dans les bases de données de la police. Donc honnêtement, j'ai peur. Je suis vraiment très inquiet. Autre chose, ça pourrait être ne dites plus rien. C'est bien sûr très cynique de le dire, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais je sais que beaucoup de gens ont vraiment peur de parler en public. On le voit beaucoup. Des gens qui vont un petit peu à des manifestations, mais ils voient la police et ensuite ils viennent plus. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi logique parce que si vous êtes un activiste depuis un peu longtemps et que vous êtes vu par la police comme dépassant du lot, quoi, eh ben, ce sont les gens auxquels ils vont s'intéresser. Et il faut aussi se protéger. Et je pense, j'espère aussi entendre beaucoup dans les autres conférences des choses sur ce sujet-là, en fait. Et si je peux aussi ajouter autre chose, c'est la raison pour laquelle j'ai ces slides sur les bases. C'est si vous connaissez vos droits, si ça vous aide. Si Frank ne serait pas là, si il n'avait pas réalisé que c'était illégal ce à quoi il était soumis. Et il faut savoir que les gens qui sont en train de lancer le combat, les choses sur lesquelles je lisais à propos des fermiers qui donnaient des outils et qui ne pensaient pas qu'ils étaient peut-être associés avec à du crime organisé, c'est dangereux ça leur fait peur aussi. Mais il faut aussi se soucier des gens qui sont sur le front et il faut aussi savoir qu'ils ont il faut leur donner des avocats, une défense de façon
à les aider, en fait. Prochaine question. Bonjour. Merci Laurie, merci Franck. Cette présentation était excellente. Je me demande, Franck, t'as pas l'air d'Edward Snowden, t'as pas l'air aussi dangereux, avec tout le respect que je te dois. Et je me demande du coup, pourquoi est-ce que les États se laissent violer les droits humains de gens comme toi? Quel est le système qui génère des violations aussi étranges des libertés fondamentales? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste discuter avec notre gouvernement pour avancer mieux? C'est quoi le système derrière tout ça? Alors, la question est donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait? La raison pour laquelle ils doivent vous présenter comme un extrémiste et ensuite comme un terroriste, c'est parce que sans cela, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Me suivre dans la rue pour savoir où j'allais, ce n'était pas possible tant qu'ils ne m'avaient pas labellisé comme extrémiste. Il faut qu'ils se créent la possibilité de faire ça. Il y a aussi des situations dans lesquelles ils s'en foutent complètement de faire des choses illégales. Ça, c'est quelque chose qui est très alarmant. Mais jusque-là, il y a quand même une réflexion sur si ça devient public, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est dans une zone grise. Ils ne peuvent pas faire une répression complète de l'extrémisme, mais en labellisant les gens comme extrémistes, ça leur donne la possibilité de vous suivre. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que après que j'ai eu mon code CTER, il y a eu un effort pour recruter des gens qui étaient proches de moi pour avoir des informations sur moi. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible s'ils ne m'avaient pas upgradé au statut officiel d'extrémiste. Et c'est pour ça, en fait, que les actions sont prises comme ça. Et si je peux ajouter une chose à ça, on plaisante souvent sur le côté j'ai rien à cacher. Mais quand j'ai rencontré Franck, il m'a dit mais qu'est-ce que eux ont à cacher? Pourquoi est-ce que c'est aussi impossible de comprendre ce qui se passe, d'avoir des données? Et donc, moi, je me demande à quel point est-ce que tout ça, c'est lié au patriarcat toxique. Le côté, quand vous faites une erreur, ne reconnaissez jamais cette erreur. Prétendez que vous avez toujours bien agi et tout se passera bien. On a une nouvelle question de l'Internet. Deux questions. La première, pour Franck. Combien de votre vie est vraiment normale à ce point? Ou est-ce que vous faites beaucoup devant le tribunal? Donc, j'ai commencé en étant un activiste climatique et contre l'extrême droite. Et à partir du moment où j'ai commencé à chercher ce qui se passait avec la surveillance, j'ai dédicacé ma vie à ça, en fait. Donc, 70 heures par semaine. Et j'en ai fait mon projet. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé. Je veux aller dans les détails. Parce que j'ai dit plusieurs fois aux policiers, aux avocats des policiers, vous avez de la chance parce que j'aime beaucoup ce sujet, donc vous allez encore avoir de la thune. C'est quelque chose. Beaucoup d'activistes n'aiment pas ce sujet de la surveillance. Ils veulent plus aller sur le climat ou autre chose. Et moi, je pense que c'est important que certaines personnes aillent vraiment dans les détails et pour vraiment mettre en lumière toutes ces structures. Et je veux simplement partager ça pour que plusieurs personnes puissent en profiter. Ah, et aussi, tu conseilles les gens. Deuxième question. C'est une question pour Laurie. Quel est le nom du cas pour la Cour criminelle française et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il y a deux cas très... Quel cas? Attends. Le cas en septembre. Ah, attends. Je ne sais plus le cas, mais je peux... C'est d'Internet? Ou est-ce que tu peux venir plus tard et je regarderai
C'est sur Matrix. Il va. Je pense que je vais mettre ça sur le site, dans la section Defend the Defender, parce que la plupart des références que j'ai utilisées dans le Defend the Defender, c'est là aussi. Nous avons 5 minutes de plus pour les questions. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors, une des façons dont les organisations, le gouvernement, la police peut faire ces choses-là, c'est par la dilution de responsabilité. On a parlé de la police néerlandaise, on a parlé d'Europol, d'Interpol. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que ces organisations qui sont faites de personnes, est-ce qu'il y a une chance que, plutôt que d'attaquer les organisations, on puisse attaquer les individus dans ces organisations qui ont commis ces violations des droits? Peut-être que ça créerait un refroidissement ou une peur de l'action de leur côté plutôt que du côté des activistes, en se disant si c'est moi qui viole les droits d'un activiste, c'est moi qui vais être personnellement tenu pour responsable de ça. Alors, c'est une très bonne chose dont il faut parler. C'est quelque chose dont ils ont très peur. Je peux vous dire de mon expérience personnelle. Là, actuellement, ils veulent me donner beaucoup d'argent, mais uniquement si j'accepte de n'avoir aucune action en justice, non seulement contre la municipalité et les forces de police, mais aussi contre les policiers en tant qu'individus. Alors, je tiens à dire, bien sûr, je ne vais pas accepter cet argent parce que mes droits sont importants, mais c'est là où on en est actuellement de ce bras de fer. C'est tout à fait possible d'attaquer en justice les gens, les individus qui prennent ces décisions. Parce que qu'est-ce que la police? C'est juste une collection d'individus qui prennent des décisions. Très rapidement, pour Laurie, avec notre monde qui est en train de devenir le plus chaotique, est-ce que vous voyez la perception publique, la perception d'actions tout à fait normales, de démonstrations, devenir... Est-ce que ça va être plus accepté ou est-ce que ça va être vu plus comme des gens complètement fous? Excellente question. Je pense qu'il y a des organisations qui sont en train d'expliquer qu'elles sont neutres et qui simplement publient des rapports. Ça aide beaucoup et je vais prendre quelques jours pour le traduire parce qu'il est vraiment très intéressant. Mais pendant ce temps-là, j'étais ici aux États-Unis et j'ai vu des doctorants à d'Oxford et tous ceux, et ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe en France? Vous êtes à l'avant du combat, c'est vachement inspirant. Et c'est surprenant, c'est la première fois que je suis dans ce espace-là. Et ça dépend aussi de qui est en train de voir ça. Donc oui, d'avoir des organisations qui sont là et documentent et qui disent non, on n'a rien vu, nous. Ça aide aussi à changer la perception. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Désolé pour les questions qui restaient. Peut-être que vous pouvez contacter nos speakers, venir les voir à côté de la scène, ou sinon, leurs adresses e-mail sont à l'écran si vous avez des questions depuis Internet. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Franck, merci à Laurie.